propose en fait une discussion autour de la requalification de projets qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation, avec l'objectif de vous inspirer, de voir un peu qu'est-ce qui se fait au Québec, qu'est-ce qu'on peut faire au Québec. Puis on va lancer la discussion comme ça, à travers différents projets. On va rentrer, en fait, on va faire un premier tour de table pour présenter les projets. Donc, qu'est-ce que c'est? Puis après ça, on va rentrer dans des discussions qui sont plus transversales, en lien avec le financement ou en lien avec des bons coups, des écueils. Donc, puis il va y avoir une période de questions à la fin aussi. Fait que, donc, n'hésitez pas, s'il y a des éléments qui ne sont pas clairs, là, à garder ça en tête pour une période de questions à la fin. Donc, on lance tout de go. On se prend un petit 5 minutes pour présenter chacun de nos projets. On va commencer avec Isabelle du monastère des Ursulines. Augustine. Hey, ça fait 2 fois matin. Ça fait 2 fois, mais c'est les gens se mêlent depuis le 17e siècle. Comment ça marche? Je pense qu'il faut parler fort. Oui, ça fonctionne. Bonjour tout le monde. Alors, merci d'être là ce matin. Le monastère des Augustines, donc, est né de la volonté des Augustines de vouloir conserver leur patrimoine et, en fait, de le léguer à la population du Québec. Donc, d'ores et déjà, si vous êtes des ambassadeurs, maintenant que vous en avez entendu parler puis que vous allez en entendre parler davantage, je pouvez vous dire que le monastère vous appartient. Donc, vous êtes propriétaire, tout comme nous tous. Je vais vous ramener juste un petit peu dans le passé parce que c'est important de comprendre que c'est un patrimoine fondateur. Les sœurs sont arrivées en 1639. Inquiétez-vous pas, je ne vous fais pas un cours d'histoire. 1639, donc 3 jeunes Augustines arrivent sur un bateau en même temps que les Ursulines. C'est pour ça que c'est mêlant. Elles sont arrivées en même temps. Elles ont été envoyées par le roi Louis XIII pour... les Augustines avaient la mission des soins. Sur leur document fondateur, c'est bien mentionné, je vais le dire parce qu'on est vraiment parti de la mission pour faire le projet. Donc, les soins des corps et des âmes en Nouvelle-France. Et les Ursulines avaient la mission de l'éducation. Donc, les jeunes sœurs sont arrivées 3 mois plus tard, ont traversé l'Atlantique, sont arrivées un 1er août 1639. Et les Augustines, donc, devaient fonder un hôpital. Et au début, c'était un petit hôpital, là, petite maison de bois. Et avec le temps, ben, elles ont dû agrandir. Donc, le bâtiment qu'elles ont légué à la population, c'est vraiment leur hôpital fondateur. Et le bâtiment, les voûtes, datent de 1695. Et là, ben, le bâtiment a grandi. On en voit un petit peu là, une partie là. Et c'était quand même un très grand bâtiment. Les sœurs, par la suite, c'est comme si on fondé notre système de santé. Donc, elles ont fondé des hôpitaux, elles les ont opérés, elles étaient propriétaires, elles soignaient, elles ont tout fait, jusqu'en 1965. En tout et partout, elles ont fondé 12 monastères hôpitaux dans l'Est du Québec. Et à travers le temps, en passant, on n'a rien inventé du développement durable et de l'innovation sociale parce que les sœurs ont toujours conservé, ont toujours... au cas où qu'un jour ça pourrait servir, ont toujours pensé aux générations futures. Et au fil des ans, ben, elles ont conservé énormément de choses. Donc, ce qu'elles ont légué à la population, c'est leur bâtiment fondateur, mais elles ont légué 50 000 artefacts et 1 kilomètre d'archives. C'est quand même pas rien. Les archives sont reconnues comme mémoire du monde de l'UNESCO, mémoire au registre canadien, puis elles sont en voie d'être reconnues au registre mondial. Donc, on est vraiment dans du patrimoine fondateur. Donc, en tout et partout, c'est ce qu'elles ont légué à la population. Aujourd'hui, est-ce que vous voulez que je parle du modèle de gouvernance ou on en parle plus tard? Bien, simplement, en fait... Qu'est-ce que c'est devenu? Oui. Oui. Alors, ce que c'est devenu, c'est que les sœurs ont d'abord fondé, puis on en reparlera plus tard, mais une fiducie d'utilité sociale et un organisme à but non lucratif. Et donc, la fiducie propriétaire au nom de la population du Québec. Et sa mission est finalement, c'est des gardiens des intentions des Augustines. Et l'OBNL, on avait la charge, et on a encore la charge là, de s'occuper de toute la conservation, de la diffusion du patrimoine. Et le modèle qu'on a choisi, c'est, on pourra en reparler plus tard du modèle d'affaires, mais ce qui est important à comprendre aujourd'hui, c'est qu'on a décidé de continuer la mission des sœurs, mais moderne, contemporaine, donc les soins des corps et des âmes,
Donc, on en a fait un lieu d'hébergement d'expérience avec 65 chambres. On a des salles multifonctionnelles. On a bien évidemment un musée et un centre d'archives. C'est la mission culturelle. On a une boutique, on a un restaurant qui prône l'alimentation consciente et l'alimentation santé. Donc, les gens viennent vraiment en forfait santé, viennent se ressourcer. On parle de santé globale, physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire avec le monastère. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que l'idée qu'on a voulu faire, c'est pas juste de présenter le patrimoine bâti et de dire, bon, ben on va organiser quelque chose, là, puis pour que le... Tu sais, puis un musée, puis un centre d'archives, puis ça... Mais c'est correct, ça vit comme ça, mais c'est vraiment de continuer la mission. Donc, elles sont venues ici pour fonder, pour la santé. On continue la mission, mais de façon moderne, contemporaine. On n'est plus une communauté d'Augustine, évidemment. L'OBNL, c'est vraiment laïque. La fiducie aussi. Les sœurs l'ont voulu comme ça. Puis, de toute façon, on n'aurait pas été capable d'avoir de subventions. Et le modèle, c'est vraiment... Puis, on n'est pas un hôpital, mais on s'inscrit dans la santé préventive et on travaille avec le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère de la Santé. Aujourd'hui, il a fallu travailler tout ce volet-là. Mais donc, et l'idée, c'est qu'on veut que dans 400 ans d'ici, je termine là-dessus, c'est que dans 400 ans d'ici, bien, il y aura 800 ans d'histoire. Ça ne sera pas juste... L'idée, ce n'était pas de dire, bon, bien, il fut un temps entre 1639 et 2015, parce qu'on a ouvert nos portes le 1er août 2015. Et on s'est dit, il faut continuer. Donc, dans 800 ans, il faut léguer, nous aussi, à la population. Donc, on est la première génération des passeurs. À notre tour, il va falloir... bien, on veut léguer à la future génération le legs qui va continuer puis qui va se perpétuer. Donc, c'est vraiment ce qu'on a décidé de choisir. C'est le choix qu'on a fait. Quelque chose dans la durée. C'est super inspirant. Merci beaucoup. Ensuite de ça, le choix au niveau de l'animation était vraiment au niveau des dates de transformation des bâtiments. Donc, cherchez pas d'autres intentions. Donc, 2015. De notre côté, l'église de Saint-Camille, vous l'avez probablement vu ce matin, ceux qui sont présents ici sur place à Saint-Camille. L'église du village a été transformée en 2016. Donc, une courte présentation. L'église a été construite en 1881. Donc, on est dans les cantons de l'Est, donc des collectivités, des communautés qui ont été fondées un petit peu plus tard par rapport au Bas-Terre du Saint-Laurent. Canton francophone, donc c'est une particularité ici de Saint-Camille. Donc, je pense qu'on est le deuxième canton francophone après Wotton, qui est juste à côté. Il y a un projet, en fait, qui le déclencheur, c'est vraiment la fabrique qui opérait le bâtiment, qui dit à la municipalité en 2006, écoutez, on n'a plus les reins assez solides, en fait, pour maintenir l'entretien du bâtiment pendant des années encore. On vous donne à peu près 5 ans. Finalement, ils ont été fins et ils l'ont gardé encore 10 ans. Mais en cours de route, on a accompagné, en fait, une réflexion avec la municipalité sur l'usage qu'on pouvait faire de ce bâtiment-là qui était central. Ça arrive dans une histoire assez particulière à Saint-Camille. Il y a eu un projet domiciliaire assez important, en fait 2 projets domiciliaires. Il y avait une population qui était en croissance. La municipalité n'avait pas nécessairement de bâtiment qui était un peu de centre communautaire à proprement dit. La municipalité louait l'école, en fait, une partie de l'école comme centre communautaire pour ses activités. Puis avec l'accroissement de la population, l'école avait décidé, en fait, la commission scolaire avait décidé de reprendre l'ensemble des bâtiments parce qu'il n'y avait plus de place. On devait ouvrir de nouvelles classes. Fait que ça arrive à un timing assez en fait, parfait là, pour la municipalité en disant, bon, bien, parfait, on a besoin d'un espace pour proposer des activités. Et là, ça amorce un projet de réflexion là, quant à la transformation de l'Église qui va s'opérer sur 10 ans. Puis il y a différentes phases de transformation qui vont se faire. Enlever les bancs, c'est une grosse étape symbolique. Ça s'est fait là, avec des bénévoles. Puis ça a permis en fait de pouvoir occuper l'église de façon beaucoup plus souple, là, je dirais. Là. Donc, on peut tenir différents types d'activités. Quand les bancs sont là, c'est juste un mode. Là, c'est un mode présentateur. Il y a des modifications qui se sont faites au niveau de la scène, tranquillement, pour permettre aussi différents usages. Donc, tranquillement, il y a des modifications modestes qui s'opèrent dans le projet. Puis, il faut dire qu'on avait déjà une expertise dans la communauté de transformation de bâtiments patrimoniaux. On est actuellement physiquement au Petit Bonheur de Saint-Camille, qui est l'ancien magasin général. La communauté avait aussi transformé le presbytère en coopérative d'habitation pour les aînés, puis ça allait dans la logique, en fait, que les bâtiments patrimoniaux devaient trouver une nouvelle vocation à partir des besoins actuels de la communauté. Puis, à Saint-Camille, on a toujours été assez
dans une dynamique de partage, d'échange d'informations, de savoir, d'innovation. On aime s'inspirer avec les autres sur des problématiques qui touchent le milieu rural. Puis, on a fait cheminer, en fait, le projet de transformation d'église avec le projet d'une coopérative, la coopérative Destination 5000, pour imaginer comment on pourrait mettre le bâtiment au cœur d'une vocation d'accueil beaucoup plus large de groupes, d'événements. Donc, la coopérative a été créée à peu près simultanément. Donc, c'est un bâtiment qui est la propriété d'une municipalité, qui est opéré par une coopérative, puis qui travaille en étroite collaboration avec différentes organisations locales pour offrir une offre de services clés en main pour l'accueil de groupes et d'événements. Donc, c'est pas mal le projet de transformation d'église de Saint-Camille. Ça vous fait une présentation sommaire. On va passer maintenant, je pense qu'on va passer à Michel. On va peut-être avoir Pilou qui va venir nous présenter le projet de transformation de l'église de Saint-Adrien, mais sinon, on a un beau projet de transformation avec l'église, attendez, voilà. On a l'église Saint Andrews à Val-des-Sources. Michel, je te laisse le présenter. Michel Bachelet. Oui, donc Michel Bachelet. Je travaille en restauration de mobilier depuis de nombreuses années. J'ai travaillé pour beaucoup de musées à Montréal et des collectionneurs privés. J'habite la région depuis combien d'années déjà 25 ans. Donc c'est ça. Et puis je m'intéresse beaucoup au patrimoine. J'avais été mandaté par le ministère de la Culture de la région pour faire l'inventaire des objets patrimoniaux du diocèse de Sherbrooke dans les années 2000. J'ai aussi fait l'inventaire du patrimoine bâti dans la MRC. Donc j'ai une bonne connaissance de tout ce qui est bâtiment. Donc il y a quelques années, on voyait l'église Saint-Andrew à Asbestos, donc elle est vraiment aux antipodes des Augustines. Elle date de 1942. C'est une toute petite église, je pense qu'il en rentrerait une dizaine chez les Augustines. Donc voilà, elle avait été délaissée par la communauté presbytérienne dans les années 80. Elle avait servi rachetée par la mine. Elle servait à des organismes comme la Popote roulante, la Maison des jeunes, les Alcooliques anonymes comme lieu de rassemblement. Mais c'est un bâtiment qui n'était pas entretenu et au bout de quelques années, tous les organismes l'ont quitté pour des raisons de vétusté. Et je pense que le dernier organisme à la quitter, c'est la Popote en 2012. Suite à ça, il y a eu une demande de démolition que la municipalité a refusée parce que c'était un des derniers bâtiments patrimoniaux cités pour la ville de Val-des-Sources. Donc elle a été revendue à un propriétaire privé qui n'en faisait rien. Et puis donc on voyait ce bâtiment se détériorer. Donc on a demandé à la municipalité qu'est-ce qu'il en était. Ils nous ont beaucoup aidés pour approcher le propriétaire pour pouvoir la racheter. Donc nous, notre volonté, on n'est pas un organisme, on est vraiment, on fait ça de façon privée, avec ma conjointe et puis mes enfants se sont mis avec nous. Donc on l'a racheté en 2019 et depuis ce temps-là, on la restaure progressivement avec nos moyens. Que dire structurellement? C'est un bâtiment qui fait 30 pieds par 50 pieds. Elle était relativement en bon état. La grande salle était en bon état. Il y avait beaucoup d'infiltration d'eau au niveau du clocher et puis à quelques endroits du toit. Donc c'est la première intervention, c'est vraiment de stopper les entrées d'eau et puis de faire du nettoyage. Que dire d'autre aussi? Val-des-Sources, c'est une histoire minière. Et puis c'est un très bon exemple, c'est un artefact de la vie de la mine parce qu'elle est recouverte de bardeaux d'amiante. Ça peut surprendre, mais en même temps, le CCU, dans ses fiches techniques, dit que c'est un matériau qui est très, très résistant et puis qui est très concevable sur des bâtiments patrimoniaux au Québec. Il y a beaucoup, on en retrouve jusqu'en Gaspésie, ce type de revêtement sur des maisons anciennes. La municipalité de Val-des-Sources a toujours été très coopérante avec nous, très arrangeante. Par exemple, normalement,
elle était citée. Et puis dans le règlement municipal, un bâtiment patrimonial doit respecter ses couleurs anciennes, ses ouvertures, etc. On voulait qu'elle soit en couleur pour que les gens de la population la remarquent. J'avais fait une fiche explicative, justement, représentant d'autres églises qui avaient changé de couleur, notamment le temps des Cerises, qui a un restaurant à Danville, une église à Compton qui a un petit peu des couleurs similaires, et puis le comité consultatif d'urbanisme a accepté qu'on mette des couleurs, et depuis, beaucoup de gens la remarquent et apprécient beaucoup. En tout cas, elle est redevenue un pôle central d'Asbestos. Donc c'est ça. Puis la municipalité nous l'a loué pour plusieurs choses. Le marché l'année dernière, parce que la place de la traversée n'était pas prête. Cet été, il y avait des concerts extérieurs. Puis comme il a plu beaucoup, du coup, ils ont utilisé la salle pour que les concerts aient lieu. Et on a aussi des marionnettistes en résidence pour utiliser l'espace. On va prendre des questions à la fin, si ça vous va. Oui, vas-y. C'est quoi la question? Ah, oui, bonne question, oui, c'est vrai. Donc, pourquoi ça s'appelle la mitaine? Pourquoi ça s'appelle la mitaine? Les anglophones, les presbytériens faisaient des meetings. C'est pas des messes, c'est des meetings. Et donc, traduit de façon francophone, ça a donné la mitaine. Tout simplement. Puis on a gardé ce nom-là parce qu'on trouve que la mitaine, c'est une belle image par rapport aux marionnettistes qui utilisent les mains pour faire. Voilà. Merci beaucoup. C'est un très beau projet de transformation. Merci beaucoup, Michel. On va passer à la coop du Cœur de Sainte-Clotilde. Oui, puis ça marche. Oui. Ah, ceux qui sont debout, prenez le temps d'aller vous asseoir aussi. Vous ne vous dérangez pas. Là. Restez pas debout. Installez-vous. Nous, la coop du Cœur de Sainte-Clotilde de Horton, c'est un projet qui était dans les airs depuis une dizaine d'années. La municipalité a cédé l'ancien presbytère il y a plusieurs années. En fait, la fabrique l'a vendu à la municipalité. Ma sœur et son conjoint ont été consultés pour savoir s'il y avait possibilité de faire un projet là-dedans, mais là, ça coûtait trop cher le mettre au code. Ça a été vendu à des particuliers qui en ont fait un gîte qui est absolument merveilleux, rénové avec goût, restauré avec goût, et il y a plein d'antiquités à l'intérieur. Il y a eu un autre plan d'affaires qui a été élaboré pour l'Église depuis. Puis, au début de la pandémie, ma sœur et son conjoint m'ont dit « Toi, ça ne te tenterait pas, ce projet-là? » Puis, ils m'ont montré les deux plans d'affaires. Ce qu'il faut savoir de l'Église de Sainte-Clotilde de Horton, c'est qu'elle n'était pas désacralisée, elle était encore en fonction. Donc, le travail qu'il y a eu à faire avec la fabrique aussi pour annoncer, questionner, savoir si les gens étaient prêts à ce que l'Église soit vendue, est-ce que les gens étaient prêts à ce qu'il y ait un projet, ça a été une étape très longue. Là, on vient tout juste en mai de faire l'acquisition officielle. On a les clés, on passe du projet sur papier au projet, on saute à pieds joints dans le projet. Donc, depuis cette photo-là, les bancs ont été enlevés. Il y a quelques items religieux qui ont été enlevés. Cette semaine, Sainte-Clotilde, qui est en haut dans l'hôtel, a été descendue et déplacée dans une autre église. Nous avons fondé une coopérative de travail parce qu'on trouvait que c'était le modèle qui répondait le mieux à nos besoins. Puis, aux yeux aussi de la fabrique, une entreprise, une corporation, une société en non collectif, ça n'a pas le même poids quand on négocie. Puis, on voulait surtout être cohérent avec nos valeurs aussi. On voulait parler de notre projet, on voulait impliquer la communauté. Puis, quoi dire d'autre? Ça répond à vos questions. Il reste du temps. J'ai fait ça vite. Il te reste du temps, mais si tu veux, je te relance tout de suite sur une question. Tu parles de l'ancrage, de l'acceptabilité sociale. C'est vraiment comme une étape qui peut être longue, qui vient vraiment chercher la communauté. En fait, un bâtiment patrimonial de cette ampleur-là, une église de village, c'est le cœur du village. Comment c'est reçu? Comment on travaille ça? Surtout quand on arrive avec un projet qui est excellent. Je ne sais pas si tu viens de Sainte-Clotilde d'Horton. Non, ça a été un des défis. Moi, je suis née et j'ai grandi à Montréal.
Ma sœur, qui prend mari, prend pays. Ma sœur est à Sainte-Clotilde depuis 7 ans, puis son conjoint est natif de Sainte-Clotilde. Fait que ça nous a aidé aussi à bien connaître les gens de Sainte-Clotilde, les besoins. Fait que c'est sûr qu'il faut s'impliquer, il faut être à l'écoute, mais tout à l'heure, moi puis Sonia, on parle de ça, la mobilisation. Fait que je ne vais pas tout vous dire les secrets tout de suite, mais c'est super important d'avoir un projet qui est ancré dans la communauté. Puis nous, ce qui a aidé, je pense, beaucoup avec l'acceptabilité sociale du projet, c'est qu'on a, premièrement, pour convaincre les bailleurs de fonds, en pleine pandémie, qu'une salle culturelle, c'était nécessaire, fallait... l'économie sociale, c'était un bon moyen, puis avoir plein de fonctions qui répondent à plein de besoins dans notre projet. On a budgété par calendrier. On a laissé 50 % des plages horaires disponibles pour les projets de la communauté. Donc, avec un scénario vraiment pessimiste, des marchés publics, des spectacles, des captations, mais avec une salle, on ne savait pas la capacité de salle qu'on pourrait avoir. En termes de banc d'église, on est à 810, mais concrètement, quand on désacralise un bâtiment, on n'a pas les mêmes privilèges ou droits acquis. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut repenser. Quand on fait des spectacles aussi, les toilettes, c'est pas les mêmes implications que quand les gens venaient à une messe d'1 heure. Fait qu'il y a tout ça qui est à réfléchir. Donc, en répondant aux besoins de la communauté, puis en se montrant flexible aussi et accommodant, puis en invitant les gens à faire de ce projet-là le leur, c'est ce qui nous a permis de concrétiser, après 2 ans d'efforts, ce projet-là. Si je vous relance, de votre côté, en matière d'acceptabilité sociale, j'imagine que vous, Michel, c'était quand même beaucoup plus facile peut-être parce qu'il y avait déjà comme... dis-moi, est-ce que les gens étaient attachés à ce bâtiment-là? Est-ce que c'était facilitant que vous arriviez avec un projet? Oui, tout à fait. La première chose qu'on a faite, c'est aller voir les voisins proches, la municipalité, et ils ont tout de suite été très contents que ce bâtiment tombe pas sous l'appel des démolisseurs. Et les voisins nous ont prêté de l'outillage pour qu'on puisse commencer les travaux. On a eu des billes avec des amis, etc. Là, les marionnettistes ont un projet. Ils vont voir les personnes âgées pour qu'ils comptent un petit peu les anecdotes autour de cette église. Il y en a plusieurs. Et puis, beaucoup de personnes sont passées par la Maison des Jeunes, par à être bénévoles à la popote roulante. Donc, beaucoup de personnes connaissent le lieu. C'est ça, dans leur histoire. Puis vous, Isabelle, de votre côté, c'est différent parce que c'est pas, ça part directement, je pense, de la communauté religieuse qui dit qu'est-ce qu'on fait avec notre bâtiment. Donc, l'acceptabilité sociale est déjà un peu acquise. Oui, mais quand même. Ça reste que les sœurs ont fait quand même 20 ans de réflexion, 20 ans de consultation et 20 ans d'études. Pas 60 ans tout, mais 20 ans tout ça en même temps. Alors, oui, c'était leur projet. C'est ce qu'elles voulaient faire. Elles ont essayé, d'ailleurs, tu parlais des Ursulines tout à l'heure, elles ont essayé aussi d'amener les Ursulines à faire la même réflexion en même temps qu'elles. Les Ursulines, à ce moment-là, n'étaient pas prêtes. Aujourd'hui, elles sont en train de réfléchir. C'est plus compliqué, tout ça. Mais donc, 20 ans, c'est des sœurs visionnaires. Je parlais tout à l'heure que c'était des femmes... En fait, c'est la première communauté de femmes d'affaires au pays. Des femmes entrepreneurs sociales. Des entrepreneurs sociaux, pardon. Et donc, c'est ça, c'est 20 ans. Puis, donc, il y a eu beaucoup de consultations. Il y a eu aussi, l'acceptabilité. C'est sûr que c'est un bâtiment de patrimoine fondateur, comme je le disais. Donc, le ministère de la Culture était très impliqué. La Ville de Québec était très impliquée. Mais il y a eu beaucoup de consultations publiques aussi à faire. Donc, ça reste que la mobilisation citoyenne demeure, peu importe le projet, même si ça part de cette intention que c'était... privé, mais c'est devenu un lieu public, puis aussi le conseil de quartier. Alors, toute cette consultation a eu lieu quand même. Puis de notre côté à Saint-Camille, comme c'est un porteur de projet municipal, bien, de notre côté, c'était beaucoup tout ce qu'on devait faire en tant que municipalité, c'est-à-dire des consultations citoyennes régulières. Puis ce qui était très drôle dans le développement du projet, c'est qu'il y avait des gens pour qui l'Église était tellement importante qu'il fallait absolument faire quelque chose. Puis pour des personnes pour qui l'Église était tellement importante qu'il fallait absolument rien faire.
Donc, c'est drôle de voir, pour la même raison, les gens arrivaient à des conclusions radicalement différentes. Donc, il faut ménager tout ça. Il y a des étapes obligatoires, en fait, pour présenter l'état d'avancement de la réflexion ou des études et des choses comme ça. Puis, ce qui est intéressant, c'est sûr que c'est difficile en tant que communauté d'arriver avec des consultations publiques. Il y a des gens qui sont très... dans une communauté, vous savez, c'est pas... tout le monde n'est pas tous d'accord au même point, là. Il y a des gens qui sont très conservateurs, il y a des gens qui sont plus progressistes. Donc, il y a des gens qui arrivent en assemblée et qui s'expriment avec des mots qui peuvent être durs ou avec des questionnements légitimes. Bon, comment ça va coûter tel aspect, comment vous allez faire pour telle affaire. Puis, ces personnes-là, dans les processus, nous ont aidés à améliorer beaucoup le projet. Il fallait répondre à ces questionnements-là. Puis finalement, ultimement, bien, ça débouche obligatoirement sur un référendum. Donc là, c'est vraiment des élections, là. Donc on part, on fait du pointage, on fait du porte-à-porte. Donc il y a vraiment des choses qui ont été réalisées là, dans un contexte où est-ce que c'était la municipalité qui le faisait. Puis je vous vends le punch, là, on a réussi le projet de transformation d'église. Puis l'adhésion de la population était environ de 70 là, avec le référendum. Donc on sentait qu'on avait les coups des franches aussi pour avancer là-dedans. Là. Donc c'est effectivement quelque chose qui est très important. Je peux t'ajouter un petit quelque chose? Certainement. C'est un processus qui est très émotif aussi quand on parle de l'Église. Fait que c'est normal que ça prenne du temps. Puis quand on commence à avoir la discussion, il y a un choc. Fait que c'est normal que les gens réagissent. Fait qu'il ne faut pas non plus se laisser décourager. C'est légitime. Il faut les accueillir dans tout ça. Exactement. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose d'inspirant qui vient des Augustines quand même. Moi, j'ai eu le privilège de les côtoyer depuis 2012, là, de très, très proche. Puis, elles m'ont inspirée à plusieurs égards. Mais celui de... En fait, ce qui a été très difficile pour elles aussi, c'est de faire passer ça au diocèse. C'est quand même... vous savez, quand le pape est venu cet été, les Augustines ont été invités chez le pape, puis... toutes les proches du pape étaient au monastère. Mais, donc, c'est pour vous dire comment que c'est proche. Mais le diocèse n'était pas vraiment d'accord. Puis ça a été très difficile pour les sœurs d'innover en ce sens-là, de dire non, on s'en va là. Mais moi, ce que je voulais vous dire par rapport à l'inspiration, c'est que si ça fait 400 ans que ça existe, moi, je me suis posé la question, c'est quoi les secrets puis les clés de leur succès? C'est comme une entreprise qui poursuit sa vocation pendant 400 ans, mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Puis, une des clés, il y en a plusieurs, c'est l'adaptabilité puis l'ancrage dans les besoins actuels. Et c'est ce qu'elles ont toujours fait. Puis elles ont toujours innové en ce sens-là. Autrement, ça n'aurait pas survécu. Alors aujourd'hui, on a des besoins bien actuels. On le voit bien, nos églises sont vides. Donc, c'est de dire c'est quoi aujourd'hui les besoins et comment qu'on peut y répondre. Mais elles ont toujours fait ça toute leur vie. Elles se sont toujours adaptées. C'est une des clés de leur succès. Donc, voilà. C'est très intéressant. Puis, dans le fond, ce que ça m'évoque comme témoignage aussi, c'est qu'il y a comme aussi une négociation à faire avec le diocèse, donc le gouvernement religieux, si on veut. Et donc, on a une médiation à faire avec la population ou avec les gens qui sont attachés au bâtiment. On a une médiation à faire aussi avec le gouvernement religieux qui peut, de notre côté, à Saint-Camille, ça a été très facile pendant une période. Puis quand on arrivait vers la réalisation du projet, certaines personnes avaient changé dans les équipes. Puis là, la collaboration était beaucoup plus difficile. Et donc, il y a de tout ça. Hein. Je ne sais pas si Zoé, de votre côté, avec la fabrique, comment ça a été? Bien, c'est sûr qu'on deal avec des personnes. Puis la fabrique, ils ont un peu le rôle ingrat d'être coincé entre le promoteur puis le diocèse. Puis nous, notre conseil de fabrique s'occupait de 5 églises. Fait que les personnes qui sont attachées au bâtiment de Sainte-Clotilde, sur le conseil de fabrique, il y en avait 2. Fait qu'il y a tout ça. Bien, il y a eu un changement de curé aussi au début. Fait que, tu sais, il faut toujours s'adapter puis être à l'écoute. Mais en même temps, le conseil de fabrique, c'est les meilleures personnes pour vous aider. C'est eux qui connaissent le bâtiment, qui ont fait les réparations, c'est vos meilleurs alliés. Fait qu'il faut prendre le temps d'apprendre à les connaître, de voir leur sensibilité aussi, puis de respecter leur rythme. J'aimerais nous amener sur un autre sujet, la question du financement.
parce que c'est souvent central là, dans les projets de transformation d'église. Selon la nature du promoteur, le financement va être différent. J'aimerais peut-être, Isabelle, vous entendre sur comment vous avez réuni le financement, parce que c'est une structure particulière aussi. Oui, c'est une structure particulière. Je ne sais pas si ça peut être inspirant pour certains, mais en tout cas, vous prenez ce qui vous inspire, puis tout ça. Mais le financement, en fait, parce que c'est un patrimoine fondateur, c'est sûr que le financement ce que j'appelle le squelette, donc tout le bâtiment, le bâti a été financé par le gouvernement fédéral, provincial et la Ville de Québec. Ça n'a pas été simple à aller chercher quand même. Et le ministère de la Culture disait, nous, on va s'impliquer seulement si le fédéral s'implique. Bon, là, il fallait trouver le fédéral. Puis, il y a eu un concours de circonstances où il y a eu, à un moment donné, un programme qui a ouvert. Puis c'était les sœurs, dans le temps, qui sont allées chercher le financement, mais le programme a ouvert, puis, oups, là, il y a eu du financement possible, puis là, le ministère de la Culture est embarqué, puis évidemment, le provincial est embarqué, le municipal est embarqué. Mais il fallait vraiment que ça soit en ordre comme ça. Ça a été quand même, c'est une réhabilitation de 42 millions. C'est pas simple. Ça a duré 3 ans. Moi, je suis arrivée en 2012, en même temps que les architectes. On a ouvert nos portes en 2015. Mais là, on n'avait pas d'argent pour les organes. C'est ce que j'appelle les organes dans le milieu de la santé. Donc, quoi faire avec le projet? Et le financement a été donné sous une condition. Il va falloir que vous soyez autonome financièrement. OK. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais ouvrir un musée, un centre d'archives, puis opérer tout ça, il n'y a personne qui ouvre un musée. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas rentable. Donc, la mission culturelle, nous, on avait 2 missions. Il y a une mission sociale et une mission culturelle. La mission culturelle, c'est la conservation du patrimoine bâti, des archives et des archives et des collections, de les diffuser, tout ça. Et la mission sociale, qui est peut-être moins connue, c'est celle c'était l'intention des Augustines, c'est de prendre soin de ceux et celles qui prennent soin. Donc, à travers la pandémie, on a réalisé l'importance de ce volet-là, mais nous, depuis le début qu'on a cette mission-là, donc on donne du répit aux proches aidants et du ressourcement aux soignants-soignantes, incluant tout le volet communautaire. Donc, là, il fallait tout monter ça. Donc, les volets, ce qu'on a fait dans notre modèle d'affaires, puis je dirais que c'est une partie du succès, c'est qu'on a décidé c'est un OBNL, un organisme à but non lucratif, mais on opère ça comme une business. Il faut que ça fasse de l'argent. On n'a pas le choix. Alors ça a été très difficile au départ à faire accepter ça. Honnêtement, moi, j'arrivais dans le milieu, puis on me voyait comme soit la fille du tourisme Club Med qui arrivait dans un monde patrimonial, soit la fille ésotérique qui parlait de santé globale, celle qui allait dénaturer totalement le projet, la femme d'affaires qui arrive dans le communautaire. Mais honnêtement, il y avait un plan d'affaires qui avait été fait pour aller chercher le financement en 2009, mais ça n'aurait pas été périn. Donc, on a vraiment fait... notre modèle d'affaires, c'est qu'il y a des volets générateurs de revenus. Puis les volets générateurs de revenus, celui qui nous rapporte le plus d'argent, c'est l'hébergement. Donc, le modèle d'affaires est opéré comme un modèle hôtelier. Avec le restaurant et tout ce que ça implique, puis les chambres. Puis, donc, c'est exactement comme ça. Puis, tout le staff... Moi, j'étais seule en 2012. On est rendu 120 employés. Fait que ça a vraiment pris de l'ampleur rapidement. Ça fait 7 ans qu'on est ouvert. Mais c'est vraiment... Tout le monde a cette vocation-là. C'est qu'il faut qu'on fasse de l'argent. Mais on fait de l'argent, c'est pas le but, c'est le moyen pour faire vivre notre mission culturelle et sociale. Et c'est vraiment là-dedans qu'on est, et toute notre culture d'entreprise est orientée comme ça. C'est vraiment important à comprendre parce que... Puis au départ, c'était vraiment un très grand défi. Parce qu'imaginez-vous, là, les archivistes qui se mêlaient, bien, tout le projet multidisciplinaire qu'il était. Donc, on a des archivistes, on a des gens qui travaillent dans le restaurant, puis c'est pas du tout le même rythme
pas du tout le même type d'éducation, le même type, tu sais, bon, il y en a qui arrivent avec des doctorats, l'autre, c'est... Puis d'essayer de dire, ouais, mais moi, je travaille pour que toi, tu fasses ton travail à ta minute, là. Fait que c'était toute une culture d'entreprise à instaurer, mais ça a fonctionné. Puis ça nous a pris patience, beaucoup de communication, mais c'est vraiment ça qui fait que ça fonctionne. Fait que les volets générateurs de revenus, ça, c'est le moteur. Et si le moteur ne fonctionne pas, on ne peut pas faire notre mission culturelle et sociale. Puis, le deuxième volet, on va chercher le plus de subventions possible qu'on est capable d'aller chercher, là, mais partout. Ministère de la Santé, Ministère de la Culture, Patrimoine, on ouvre toutes les portes. Puis, on a aussi de la philanthropie. Donc, un secteur philanthropique. Donc, les trois sont intimement liés, mais si les volets générateurs de revenus ne fonctionnent pas, donc le modèle d'affaires qui fait de l'argent, c'est impossible. Dans un contexte municipal, nous, on a vraiment été chercher principalement du financement dans les programmes qui touchent les municipalités. Donc, le sexy programme PIQM, Programme d'infrastructure Québec Municipalité. C'est un programme qui existe encore, là, qui est toujours disponible. Puis c'était particulier. Au moment où ce qu'on a fait, il n'y avait pas beaucoup d'argent dans le programme. Il fallait absolument que l'État soit... l'intervention sur le bâtiment soit critique. Fait que là, on avait le toit qui coulait, mais il ne fallait pas le réparer. Parce que si on le réparait, on se disqualifiait pour le financement. Fait que c'était vraiment particulier. Il y a tout un marathon qui s'est fait aussi. Là, on a essayé en fait, même chose aussi. On s'est adressé à différents programmes de financement. Puis on pilotait, comme je vous le mentionnais, là, le démarrage d'une coopérative parallèlement pour être le moteur générateur de revenus. Donc, on a porté une attention aussi à ce que les activités qui soient réalisées dans le centre Le Camillois, l'église, soient compatibles aussi avec les activités qui étaient déjà en cours. L'idée, c'était pas de repartir une autre salle de spectacle. Il y en a déjà une ici au Petit Bonheur de Saint-Camille. Donc, l'idée, c'était vraiment de travailler ensemble pour arriver à un projet qui soit cohérent dans l'ensemble. Fait que je résumerais ça comme ça. De votre côté, c'est plus récent, peut-être, Zoé, au niveau du financement? Oui. Tu l'as là, comme ça? Là. Ben nous, ce qui est particulier, on entend souvent dire qu'une église, ça coûte 1 $. C'est pas vrai. Ça coûte beaucoup plus cher que ça. Dans les premières choses qu'on a fait, c'est qu'on a fait signer une entente de confidentialité au conseil de fabrique et on n'a jamais regretté. Parce que quand on est dans une petite municipalité, tout le monde veut savoir. Fait que c'est épuisant. Puis on veut, tu sais, que les gens aient la bonne information. Fait qu'en ayant une entente de confidentialité, on a pu se concentrer sur notre projet et arrêter de penser aux rumeurs. C'est sûr qu'on a choisi d'y aller avec un modèle d'économie sociale. La chose qu'on a trouvée qui était le plus rapide pour aller chercher du financement, on a fait une campagne La Ruche. On était les premières grosses campagnes dans le centre du Québec, dans le centre du Québec. C'est pas évident faire une campagne La Ruche. Ça prend énormément de temps, de préparation. On a des comptes à rendre aussi. Ça a été vraiment une belle aventure. On a eu aussi accès à une subvention d'aide au démarrage en économie sociale et le FRR volet 4, Fonds de développement régional. Mais chacune des subventions sont conditionnelles aux autres. Fait qu'il faut vraiment, à partir du moment où tu en as une, que En fait, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est tellement, avec un bâtiment patrimonial, ce que vous vous apprêtez à faire, spécifique. Moi, j'ai expliqué aux madames de la ruche que... parce qu'au départ, on me disait, bon, on ne peut pas lancer la campagne si vous n'êtes pas déjà propriétaire du bâtiment. Ce qu'il faut savoir avec la ruche, c'est qu'on ne peut pas faire l'acquisition d'un bâtiment. Il faut que ce soit un projet qui a un début puis qui a une fin. Donc, on s'est dit, ça va être la première année d'exploitation de la salle, ça va être la transformation. Mais pour convaincre la madame, j'ai expliqué aux bailleurs de fonds que c'est pas comme faire acheter un bâtiment au coin de la rue. Il y a un processus, il y a une étape de transition. Il faut que la fabrique soit d'accord, présente au diocèse. Il faut que le diocèse accepte. J'avais des lettres d'intention. Mais je me suis rendu compte, au final, qu'il y a une flexibilité dans pas mal tous les programmes, dans toutes les institutions. Si votre projet il est bon, il est bien détaillé, que vous êtes allé chercher des lettres d'appui qui sont pertinentes, que vous avez fait un bon plan d'affaires, prenez la peine de demander pourquoi puis d'aller au bout de la réflexion parce qu'il y a, même chez les bailleurs de fonds, il y a une petite flexibilité. Michel, de votre côté?
Oh ben, nous, c'est sûr que 42 millions, on enlève une coupe de zéro. Là. Donc, ce que je veux surtout préciser, c'est que le permis de démolition, il est arrivé avec une facture de 50 000 $. Donc, il faut savoir que reconstruire un bâtiment de ce type, il aurait coûté au bas mot 400 000 peut-être. Donc là, on a un bâtiment fonctionnel. On est rendu à peu près à ça au niveau des restaurations, aménagement d'un appartement de notre fils qui habite dans le sous-sol parce qu'il enseigne à l'école, installation d'un chauffage, installation de nouveaux systèmes électriques. Donc tout plein de petites choses mais là, on a un bâtiment fonctionnel qui plaît aux gens de Val-des-Sources, qui intéressent les organismes. Donc on a rendu là. Nous, notre plus gros défi, ça a été les assurances. Parce qu'on tombe dans des bâtiments... c'était un bâtiment inoccupé, donc pour eux, ça ne marchait pas. Donc ça voulait dire qu'il n'était pas viable. Il n'y avait personne qui habitait dedans. Donc on a eu une assurance qui fonctionnait aux 2 mois. Donc, aux 2 mois, il fallait renégocier pour avoir donc être de nouveau assuré. Quand même quelque chose. Justement, on va arriver à un terme, à une étape dans la discussion où est-ce qu'on prendrait des questionnements ou des commentaires. Donc, Hildegunde, tu veux commenter? Oui, donc ce que je voulais rajouter pour le financement, c'est un projet familial, donc on est 4 personnes impliquées là-dedans, donc on met nos sous personnels, mais on a beaucoup fonctionné. Je ne sais pas si, Olivier, tu veux remettre la photo dans le fond, la page de la mitaine. On a vraiment tout récupéré, puis la photo du bas montre un peu, des fenêtres en bois, là, c'est récupérable à l'infini. Alors, c'est toutes les fenêtres d'origine présentement sont toutes restaurées tout le tour. Donc, c'est sûr que c'est des heures et des heures, mais ça ne coûte pas cher. Alors, c'est un peu comme ça, puis c'est un peu dans nos valeurs aussi. Les sanitaires, c'est des sanitaires qui sont récupérés à la ville de Val-des-Sources. Il y a, en tout cas, à peu près tout est de la récupération. Et ça, on pouvait le faire parce qu'on est des privés, parce que c'est sûr que si on était public, là, on tomberait avec... on aurait été admissible à une subvention au ministère de la Culture, mais ça aurait pris des études d'ingénieur. Puis là, on s'est dit, on ne s'embarque pas là-dedans, on fait ça à notre rythme, on fait ça avec des choses que les gens nous apportent puis qu'on peut récupérer à droite, à gauche. Fait que c'était un peu notre approche. C'est sûr que c'est beaucoup plus petit que les autres églises dont on parle, mais c'est ça. C'est intéressant. Tu sais, nous, à Saint-Camille, je vais faire un lien sur les fenêtres, justement. C'est ça, c'est un autre contexte, le contexte municipal, c'est-à-dire que par le passé, il y avait des centaines de bénévoles qui étaient là pour entretenir l'église. Là, dans les faits, c'est plus ça. Puis les fenêtres en bois à l'extérieur, ça demande de l'entretien régulier, fréquent. Puis dans un contexte municipal, tu fais affaire avec certains contracteurs. Ça coûte vraiment des sous qui sont importants. Que ce soit au niveau des études d'ingénierie, d'architecte et tout ça, ou les contracteurs qui doivent être commerciaux. Donc, c'est vraiment... puis là, nous, on a fait le choix. Quand vous sortirez, vous regarderez, on a remplacé les fenêtres extérieures par des fenêtres en PVC. Donc, on a gardé le même motif, mais on a gardé les fenêtres intérieures en bois. Donc, quand on est de l'extérieur, on a le même motif, sauf que c'est des fenêtres qui énergétiquement sont plus efficaces, en tout cas que celles qui étaient tout pourries en bois. Puis, ils ne demanderont pas d'entretien. Fait que le contexte fait qu'il y a des choix qui sont différents qui peuvent être faits. Donc, c'est de naviguer aussi là-dedans. Je ne sais pas s'il y aurait une question ou un commentaire dans l'Assemblée. Oui? Olivier, j'aimerais ça t'entendre sur, maintenant que la coop, comment le financement se fait de votre côté? Quelle est l'utilisation pour la communauté versus dans le locatif? Comment ça se passe? Bien, la coopérative Destination Saint-Camille, comme disait Isabelle, son objectif, c'est de faire de l'argent. Donc, dans les ententes de location, on réserve les plages horaires de la fin de semaine, puis des soirs, mettons, jeudi, vendredi, puis samedi, dimanche,
principalement pour des activités d'accueil de groupes et d'événements. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un groupe qui loue à chaque semaine, par exemple, le jeudi soir, bien, ils savent dans leur entente que si jamais il y a un gros événement qui se présente, bien, on peut les relocaliser ou ça se peut que cette activité-là ne se tienne pas. T'sais, mettons un cours de yoga, par exemple, bien, on pourrait dire, bien, regarde, cette semaine, ça ne sera pas possible. Mais en général, il y a très peu ça va bien quand même. Fait que pendant la journée, en semaine, ou les soirs de semaine, lundi, mardi, mercredi, en général, il n'y a pas de groupe ou d'événements qui viennent, puis la cohabitation se fait très bien. Les citoyens sont propriétaires de l'église, donc il y a un tarif préférentiel sur la location des salles. Même chose pour les organismes du village. Après ça, il y a une tarification dynamique qui s'installe. Si tu es un OBNL de l'extérieur de Saint-Camille, tu as accès à un tarif particulier, mais si tu es une entreprise privée ou un groupe privé, bien là, il y a un autre tarif qui s'applique. Oui? Oui, bonjour. J'espère pas vous faire répéter, mais on est arrivé un petit peu en retard, mais en même temps, on n'est pas les seuls. Est-ce qu'à Sainte-Clotilde et à Sainte-Camille, vous conservez une vocation religieuse ou est-ce qu'il y a encore, c'est-à-dire des messes qui se tiennent puis des événements religieux ou c'est complètement converti en... Nous, le bâtiment n'était pas désacralisé, donc on l'a fait désacraliser. Puis on trouvait que c'était important, par respect pour la communauté et les paroissiens, que le culte puisse continuer tant que c'est nécessaire. Donc en ce moment, il y a une messe aux 2 semaines, puis il y a moins de 25 personnes qui y vont. On peut accueillir encore des funérailles ou des baptêmes quand il y a des demandes. Il y a une certaine flexibilité parce qu'on trouvait ça vraiment important de ne pas fermer ça. On va respecter le rythme de la communauté. De notre côté, entre le moment de la conversion puis aujourd'hui, il y a des messes qui ont continué. C'est-à-dire que l'Église était désacralisée, mais il arrivait avec des hosties déjà bénites. Puis là, il pouvait faire une cérémonie religieuse. On les considérait comme un locataire, comme n'importe quel locataire. Donc, c'est important qu'il y ait une certaine forme d'éthique, là, dans le sens que c'était des locataires. Puis la fabrique a encore son bureau dans l'Église comme tel, là, son bureau administratif. Mais depuis quelques années, je pense l'année dernière, il n'y a plus de messes qui se font, là, simplement parce qu'il n'y avait pas assez de gens puis de disponibilité du curé. Puis on essaie très fort, en fait, que des mariages ou des baptêmes ou des funérailles puissent se faire, parce que c'est sûr que les gens qui décèdent aujourd'hui, là, ils ont vécu c'est leur communauté, puis il faut que l'Église reste centrale, mais c'est pas simple. C'est pas simple, c'est difficile d'avoir de l'ouverture. Puis nous, moi personnellement, de l'extérieur, je comprends pas ça. Si je voulais comme faire la promotion de la foi, je m'arrangerais pour que mon Église soit visible, mais la fabrique, c'est pas tout à fait comme ça qu'ils voient ça. Je dis, c'est pas une église, c'est pas une église. On veut pas entretenir le flou que c'est peut-être une église. C'est pas une église. En tout cas, c'est pas un bâtiment religieux. Donc, il y a beaucoup de... Ici, vous allez voir, il y a une petite chapelle à côté. Donc, il y a certaines cérémonies qui se font encore dans la chapelle. Des messes tous les mardis soirs. Puis, il y a aussi des baptêmes, des événements religieux qui se font là. Donc, on a encore un petit peu de souplesse là, à ce genre d'activité-là ici dans le village. Guy, tu avais une question derrière? Moi, je veux juste dire de quoi là-dessus. Chez nous, bonjour tout le monde. À Saint-Adrien, on n'a pas le droit de pratiquer le culte. Aucun culte. Parce que c'est plus une église, c'est désacralisé. C'était dans les conditions d'achat, dans la vente avec la fabrique. Moi, je trouve ça un petit peu plate, personnellement, parce que je me dis que des gens qui voudraient se marier avec un prêtre ou des gens qui voudraient avoir leur funérailles religieuses, un baptême, ça serait intéressant de voir une occupation comme vous faites chez vous. Je trouve ça super intéressant. C'est désacralisé, mais il y a une ouverture à pratiquer le culte. Ça peut faciliter, en fait, la passation par des fabriques parce qu'ils peuvent avoir le soutien de la communauté, restaurer l'église, tout ça, faire d'autres projets, mais garder un endroit pour le culte, je pense que ça peut être une bonne option. Si je peux me permettre, quand vous présentez un projet à un conseil de fabrique, ils regardent 3 critères. Est-ce que ça répond aux besoins de la communauté? Est-ce qu'il y a un désir de conserver le patrimoine? Est-ce qu'il y a un désir de conserver le culte? Fait que quand vous pensez à un projet, ayez ça en tête aussi. Puis, c'est ça, c'est ta géométrie variable. C'est important de le mentionner. Guy, puis après ça, Claude? Oui, en fait, je voulais juste témoigner sur... dans Bellechasse, j'ai accompagné à plusieurs projets comme agent de développement, dont l'acceptabilité sociale du projet de la communauté par rapport à une transformation d'église, entre autres à la Durantais, qui est une des premières qui a été faite il y a plusieurs années, au moins 10-15 ans peut-être.
le leadership municipal conjoint avec la fabrique est hyper important. Et il y a là des éléments. Ce leadership-là va faire en sorte que ça va fonctionner ou pas. Je me rappelle de Mme Lamontagne Ladurantais, la mairesse, qui s'est mise en fait compte à faire pour faire accepter le projet de transformation de l'Église, à amener la communauté à différentes rencontres d'information régulières, très, très, très régulières. On rencontre, après la messe, on rencontre du monde. On fait une information publique, une consultation publique. On est transparent. On est pendant quelques mois, quand il n'y a pas de nouvelles, au bout de 2 mois, il faut faire une rencontre. On n'a rien à vous dire, ça n'a pas bougé. Mais elle le fait. Ouais. Elle met dans le coup le monde. Et c'est comme ça que... Et c'est ce qui a permis, entre autres, au projet qui a coûté environ 850 000 $, où la communauté s'est levée, puis on dit, lorsqu'ils ont demandé à leurs 2 députés fédéral et provincial, on a besoin, on voudrait avoir les 2 tiers en financement. Les 2 députés qui venaient de se faire élire, ils ont dit, démontrez-nous que vous êtes capable de ramasser l'autre tiers, puis après ça, OK, ils ont mis au défi. Mais c'est comme ça que le financement dans une municipalité de 700 habitants, d'aller chercher un projet de 230 000, mais qui est devenu 260 000, parce que par petites bouchées, tranquillement, ils ont fait un plan de financement, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont arrivé à mobiliser, là. Mettre le monde dans le coup, tout le temps, dès le départ. On avait un projet, vous le plan d'affaires, on le bâtit avec eux et ça a été important. Dans d'autres communautés, ça a avorté parce que ce travail-là n'a pas été fait, où le leadership n'était pas là, où il y a des éléments qui sont hyper importants. Ça, c'est le secret là est pour l'acceptabilité. Merci, Guy. Je ne sais pas si tu peux apporter le micro à Claude. Ça va être une courte dernière intervention. Je suis désolé, tout le monde. On va rester disponible, mais on veut garder l'horaire le plus sharp possible par rapport à ce qui est imaginé au départ. Claude, une dernière intervention. Bon, oui, moi, j'ai été impliqué dès le début avec la transaction avec l'Église. Il faut dire que chez nous, ça partit de la base. Ça partit du comité de gestion. C'est pas la fabrique qui s'occupait de l'Église. Il y avait des comités de gestion dans les petits villages. On était un petit village, on était un peu gaulois. Le comité de gestion était vieillissant. Il ne pouvait plus vraiment s'occuper de l'Église, puis il n'y avait pas de relève. Fait qu'il y avait déjà un questionnement à la base là, de l'Église. Il y avait une vingtaine de pratiquants, dont 12, 14 qui allaient le dimanche. Il ne se passait plus grand-chose. Il y avait un projet qui nous avait été amené, vous en avez sûrement entendu parler, le compostel de Saint-Adrien jusqu'à la Gaspésie. C'était le projet, puis les autres voulaient acheter l'Église pour en faire un sanctuaire. Ça n'a pas fonctionné, mais à cause de ça, vu que la municipalité avait déjà un projet en main, là, c'est nous autres qui avons négocié avec la fabrique. La fabrique voulait vendre son église 50 000 $ à ce projet-là. On est intervenu. On a eu justement à 1 $ l'église. On l'a acheté. On a attendu de voir où allait le projet. Ça n'a pas fonctionné. Puis Pilou attendait après nous autres parce que lui avait beaucoup d'idées. Très intéressant. C'est sûr que c'est un 1 $, on le sait, là, c'est pas vrai. C'est comme un cadeau empoisonné. Puis Lou me l'a déjà dit. Ça coûte beaucoup plus cher que ça, remettre une église en forme. Mais dès le départ, ça venait de la communauté. Puis quand est venu le temps de la désacraliser, il y a même l'adjoint à l'archevêque de Sherbrooke qui nous a dit, écoutez, l'église, c'est comme un McDonald's. Là. Quand ça ne marche plus une place, on le ferme. On s'est fait dire ça. Là. Fait que pour passer ça à la communauté, ça l'a bien été. Les gens ont changé de place simplement, sont allés à Wotton. Il y a du covoiturage pour les derniers pratiquants qui y vont. Et le culte continue à d'autres places. Je suis d'accord avec toi, Pilou, peut-être que on aurait pu conserver des possibilités, mais il y a encore des mariages, de plus en plus de mariages civils, il y a encore des activités qui se font. Fait que le début de l'histoire, pour nous, a commencé à l'envers. C'est venu de la base. Alors, pour terminer cette intervention, je vous dis, dans le fond, on a vraiment beaucoup de choses à jaser. C'était vraiment un tour de force de présenter 5 projets de transformation d'église en aussi peu de temps, vraiment en 1 heure. Là, c'est vraiment particulier. Ce que je vous invite à faire,
S'il y en a qui sont intéressés, bien, vous voyez les promoteurs, interpellez-les pour poser des questions, approfondir les projets. Je vous dirais aussi qu'il y a un site qui s'appelle Passerelle, donc passerelle.québec. Il y a une communauté de une communauté de pratique qui est là, qui est présente sur les transformations d'église. Demandez à y adhérer. C'est une communauté, on n'échange pas régulièrement, mais vous pouvez interpeller des gens sur des projets de transformation d'église. L'Église de la Durantaise a été un exemple pendant des années sur un modèle de transformation d'église dans une petite communauté rurale. Moi, personnellement, à Saint-Camille, on a déposé tous les documents, des documents de consultation publique, les montages financiers, tout ça, c'est disponible en consultation, donc vous pouvez vous inspirer. Puis, sachez que les gens qui ont piloté un projet de transformation d'église, souvent, ils ne veulent pas en faire un deuxième, mais ils sont très généreux en matière de commentaires. Puis finalement, Andréane, je ne sais pas si tu voudrais lever la main. Le Conseil régional, le Conseil du patrimoine religieux du Québec, donc, ils sont toujours là pour vous donner un coup de main. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à l'atelier ou à nos panélistes. Merci aux gens qui ont assisté. Puis, on se donne rendez-vous. Puis, les discussions pourront continuer très certainement. Merci beaucoup. Une belle journée.